Bonjour Bénédicte, bonjour Gervais, merci d'être parmi nous et merci de représenter le groupe Orange. Je vais poser la première question à Gervais, si vous me le permettez. Le groupe Orange s'est engagé depuis très longtemps déjà dans des transformations évidemment technologiques, dans un engagement environnemental et sociétal que vous portez haut et fort, Gervais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principaux engagements du groupe Orange ? Alors, les engagements du groupe Orange en matière environnementale, puisqu'on se concentre là-dessus, c'est comme pour beaucoup d'autres, évidemment la neutralité carbone le plus vite possible. On a aujourd'hui un objectif à 2040, mais avec des points de passage qui sont évidemment très importants. Mais derrière la transformation numérique, et ça a été dit tout à l'heure par nos collègues de Bouygues, quand on est dans les télécoms, on est quand même nativement dans le numérique. Et peut-être la leçon qu'on en retire, on avait eu deux slogans qu'on avait utilisés, enfin de moto, l'un qui était Human Inside et puis un autre qui était Digital et Humain. Moi, je paraphraserais un petit peu une parole ancienne qui est l'argent est un mauvais maître et un bon serviteur, et c'est la même chose du numérique. Le numérique est un mauvais maître et peut être un bon serviteur. C'est-à-dire que pour nous, le numérique, il doit rester complètement à la main et à la disposition des êtres humains qui sont sur cette planète. Et c'est un de nos enjeux majeurs. Donc, dans la raison d'être du groupe, de mettre en gros le meilleur du numérique à la disposition de tous et de lui permettre de le maîtriser et d'en avoir un usage durable, c'est quand même l'enjeu essentiel de cette transformation numérique. Derrière ça, il y a toujours un petit peu la tentation d'imaginer que le numérique va se substituer à l'homme dans la décision, dans l'analyse. Alors, c'est vrai dans certains cas, mais on voit, par exemple, les tentatives de justice prédictive. Moi, je trouve que c'est toujours un débat intéressant. Le droit à l'oubli. On voit bien comment tous ces sujets montrent la fragilité et le côté toujours un peu de démiurge qu'on peut avoir dans l'utilisation de ces outils, en disant qu'on va pouvoir faire des choses qui soit dénaturent fondamentalement ce qu'est le libre arbitre humain, soit lui rendre les choses encore plus difficiles derrière. Donc pour nous, c'est quand même un enjeu majeur. On a d'ailleurs créé un comité d'éthique du numérique au sein de notre direction de l'innovation pour s'assurer que nos développements numériques, les algorithmes qu'on peut produire chez Orange, l'usage de la data, répondent à ce sujet d'éthique, mais d'éthique pas uniquement environnementale ou sociétale au sens disposition pour le plus grand nombre, mais aussi de discernement et de respect du libre arbitre. Donc d'avoir le mot éthique au sens, je dirais, le plus élevé du terme, et pas uniquement dans la logique qu'on en a aujourd'hui dans l'utilisation dans les entreprises. Pour nous, c'est un enjeu majeur. Merci Gervais. Peut-être une question à Bénédicte sur le sujet de ces transformations. On parle bien sûr de transformation numérique et comme on l'a dit, dans le sujet des télécoms, même dans le domaine, c'est assez légitime de s'y intéresser. Et au-delà de cette transformation numérique pour laquelle Orange a été un pionnier, les enjeux et la transformation environnementale est vraiment un élément stratégique pour Orange. La question qu'on va vous poser pour continuer un peu cette réflexion qu'ont initié Julien Lévy et Bénédicte Febvre sur l'HEC sur le sujet de l'acceptation interne. Comment vous passez chez Orange de vos déclarations, enfin je dirais de votre stratégie d'intention à l'engagement des collaborateurs? Parce qu'on a vu qu'en faire des acteurs de cette transformation allait être un sujet absolument majeur. Oui, Thierry, bonjour à tous. Alors effectivement, la performance durable pour le groupe, ça représente, je dirais, la nouvelle transformation à l'échelle dans laquelle l'ensemble du groupe est aujourd'hui pleinement engagé. Alors cette transformation, je dirais, elle a comme caractéristique d'être à double dimension. C'est d'une part passer de projets connexes et liés à peut-être une ambition connexe au business à des actions portées et embarquées dans l'ensemble des métiers et des opérations. Et c'est passé d'un sujet qui serait ou qui était essentiellement porté par des experts à une capacité d'action au quotidien
incarnée, portée, mise en œuvre par l'ensemble des collaborateurs dans l'ensemble de nos métiers et de nos géographies. Et ça, pour réaliser ça, ça nécessite, j'allais dire, de mettre en œuvre et de conduire une transformation à la fois très globale dans le groupe, mais aussi extrêmement pragmatique et concrète. Et pour ça, nous, on a identifié, j'allais dire, 3 facteurs clés de succès. Le premier, c'est un alignement stratégique du plus haut dans l'entreprise et l'embarquement de cette ambition de manière extrêmement explicite dans le plan stratégique et sa traduction à tous les étages, j'allais dire, de l'entreprise en termes d'objectifs. Le deuxième facteur, c'est d'avoir une culture et un leadership partagé autour de ce sujet pour que l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise soient capables de comprendre et d'agir. Et le troisième facteur, c'est l'intégration la plus pragmatique possible de ces objectifs dans l'ensemble des instances et des modèles de décision et de gestion. Et pour ça, nous, on a mis en œuvre, j'allais dire, on a structuré un projet de transformation alliant les équipes centrales et expertes de la RSE du groupe et les représentants de l'ensemble de nos métiers et de nos géographies pour, je dirais, créer les conditions du passage d'une connexion d'individus qui sont reliés par cette ambition à un réel collectif solidaire et extrêmement co-responsable de ça. Et on a travaillé de manière extrêmement concrète avec chacun d'entre eux sur 3 axes en particulier. Le premier, c'est l'objectivation. Si je devais résumer, c'est comment faire pour que demain, enfin aujourd'hui et demain, on soit capable de compter le carbone comme on compte les euros. Et qu'on intègre l'impact carbone dans l'ensemble de nos décisions, dans l'ensemble des instances de gouvernance. Ça veut dire by design finalement. By design, mais ça n'arrive pas tout seul. Donc ça, on rejoint le deuxième axe sur lequel on a beaucoup travaillé, qui a été cité effectivement par nos collègues de Bouygues tout à l'heure, c'est l'acculturation et la gestion des compétences. On a fait un travail extrêmement lourd et précis d'identification de l'ensemble des compétences et des expertises disponibles dans le groupe pour, j'allais dire, les mettre vraiment en réseau efficace, mais aussi un travail d'acculturation et de sensibilisation du top management pour qu'ils soient capables d'intégrer ce réflexe de l'impact environnemental dans l'ensemble des décisions et des instances de gouvernance, et des formations. On a mis en œuvre des formations spécifiques pour des métiers, pour la finance par exemple, pour les achats, pour les réseaux, pour l'IT, et une acculturation alors du plus grand nombre via des dispositifs d'engagement, via des visas, via des formations ad hoc permettant à chacun dans son métier de comprendre comment il peut agir à son niveau. Donc c'est effectivement un défi très très important. Et le troisième levier sur lequel on a travaillé, c'est la modélisation de l'impact environnemental. On parle d'expertise. Si cette expertise n'est pas partagée sur des modèles, alors on l'a vu à la formation HEC, qui ne sont pas complètement, j'allais dire aujourd'hui, il n'y a pas un modèle commun qui existe et qui s'impose. Néanmoins, au sein d'une entreprise, pour allier les forces, on a besoin de s'aligner sur un modèle commun et d'être capable d'aligner autour de ces modélisations aussi nos écosystèmes, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas réussir ça tout seul. Donc c'est un défi qui est à la fois, j'allais dire, passionnant, assez difficile et exigeant, qui nécessite, j'allais dire, un travail au quotidien, mais qui nous permet aussi de répondre à une attente assez forte de nos salariés comme de nos clients d'ailleurs. Gervais, pour compléter ce que vient de nous raconter Bénédicte sur cette feuille de route qui prépare le passage de l'intention à l'engagement de tous les collaborateurs, j'avais relevé lors de la préparation de cet entretien une phrase que j'espère je ne vais pas trop dénaturer, mais qui paraissait vraiment intéressante, qui disait voilà, si la transformation est inéluctable et qu'elle s'impose à la société, à notre entreprise, à notre groupe Orange, elle nécessite évidemment l'engagement de tous les collaborateurs et un engagement que vous décrivez à la fois comme étant, je dirais, dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère privée, et un engagement que vous décrivez aussi comme étant finalement à la main du salarié qu'on ne peut pas lui imposer non plus. Est-ce que vous pourriez peut-être développer votre pensée sur ces sujets-là et nous dire comment, dans le groupe Orange, vous avez mis en place des dispositifs innovants pour l'engagement des salariés au sens large? Alors, c'est vrai que à la fois la crise sanitaire, les facilités du numérique qui rendent beaucoup plus poreuse la vie professionnelle, la vie privée, et puis je dirais le mouvement sociétal, en particulier poussé par les nouvelles générations d'engagement,
je crois, fait prendre la réalité d'un constat. Dans le salariat, encore une fois, je ne parle pas de l'entrepreneuriat individuel, de la personne qui s'engage complètement dans une activité toute seule, mais dans le salariat, après tout, l'analyse montre que la vie travaillée, c'est un tiers de sa vie éveillée. Donc c'est en gros maximum un tiers de l'engagement éveillé des êtres humains. Il ne faut pas l'oublier non plus quand même. Et tout ce débat sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée, sur le bien-être, nous montre qu'il ne peut pas y avoir d'engagement absolu pour l'entreprise. Ça conduit au burn-out. Hein, c'est la réalité. Et donc, il faut accepter que, en fait, on a droit à une part de l'engagement du salarié qu'il faut stimuler, à condition qu'on l'aide aussi à pouvoir s'engager ailleurs, s'engager dans autre chose, s'engager pour sa vie personnelle, s'engager pour la cité. Et c'est ce qu'on essaye de favoriser. Moi, j'ai passé l'été dernier, je suis allé voir quelques-uns de nos 140 sapeurs-pompiers volontaires. Ils sont vraiment engagés pour la planète l'été dernier. Je pense plus que n'importe qui va dans une association. Je trouve ça très bien d'aller. Moi, je vais plutôt dans une association pour la planète. Mais ils étaient dans les Landes alors. Certains étaient dans les Landes, certains étaient en Bretagne, certains ont éteint les incendies dans les monts d'Arrée, par exemple. C'est le plus bel engagement pour la planète de certains des salariés d'Orange et ça a montré d'ailleurs aux autres salariés la réalité de l'engagement. On a tous pris conscience que, en France, les sapeurs-pompiers, c'est à l'exception de Paris et de Marseille, ce sont des volontaires, des gens qui travaillent dans les entreprises, dans les administrations et qui sont au service des autres pour protéger la planète. La triste réalité nous a ramené à ça, mais que c'était un engagement volontaire. Donc il y a ça. Il se trouve que fin novembre, dans le cadre des cérémonies autour du 11 novembre, j'étais avec 50 jeunes gendarmes qui sont aussi des salariés d'Orange, qui sont vendeurs en boutique, qui sont techniciens. Alors il y en a d'autres qui sont 3 gallons, 4 gallons, 5 gallons, oui ça dans les chefs, mais j'ai été surtout frappé de ces jeunes gendarmes qui sont d'une génération qui n'a pas fait son service militaire et qui sont engagés dans la gendarmerie. Donc c'est ça l'engagement, c'est toute cette capacité qu'on va pouvoir donner. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour l'entreprise ? Les gendarmes, les militaires, les réservistes, les pompiers, les radioamateurs, là, on se dit, s'il y a délestage et crise sanitaire, il y a des radioamateurs qui vont travailler pour l'État, pour les préfectures. On se dit, c'est 15 jours de congés supplémentaires, c'est le complément de salaire pour ceux qui s'engagent. C'est aussi ça l'engagement, vous voyez, c'est important. L'autre chose aussi, c'est qu'on pense que l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est quelque chose de très important pour tout le monde. On ne peut pas le prôner, dire il y a le congé de parentalité, il y a tout ça. Donc comment est-ce qu'on le met en œuvre réellement ? Moi je crois que l'engagement pour l'entreprise, il est évidemment la cause de l'entreprise, le sens qu'on donne, et ça on essaye tous de le faire, mais c'est aussi se dire, c'est pas exclusif. On ne s'engage pas que pour l'entreprise, on s'engage comme un citoyen, comme un être humain complet, avec toutes ses facettes, toute sa complexité. Et l'engagement pour l'entreprise en est une partie. Et je pense qu'il est d'autant plus riche et d'autant plus fort pour l'entreprise que l'entreprise laisse cette liberté à ceux qui le souhaitent. Après, ceux qui ne veulent pas, ils ne s'engagent pas aussi. C'est aussi la liberté de chacune et de chacun. Merci Gervais. Bénédicte, pour revenir à cet enjeu d'accélération des transformations, parce que ce qu'on a pu voir dans toutes les études qui vont être partagées aujourd'hui, on a eu la formation ce matin avec Julien Lévy et Bénédicte Lefebvre d'HEC, le sujet c'est bien sûr l'accélération de ces transformations, qu'elles soient numériques, environnementales ou sociétales, et la complexité induite dans le pilotage des stratégies. Comment le groupe Orange anticipe l'avenir par rapport à des métiers qui vont aussi vite et, bien évidemment, comment vous pilotez votre stratégie pour que vous restiez dans votre raison d'être et finalement un numérique qui reste inclusif et responsable ? Alors en fait, moi j'ai envie de dire qu'effectivement pour accélérer, il faut anticiper, mais qu'anticiper aujourd'hui, ce n'est pas ou plus imaginer et savoir ce qui va se passer, construire un plan et le dérouler. C'est surtout se rendre capable, à l'échelle de l'entreprise, d'agir et de réagir en fonction des aléas, en fonction, j'allais dire, des incertitudes et de la réalité des événements
qui parfois se bousculent autour de nous, même de manière totalement imprévisible, et être capable de réagir à tous les niveaux de l'entreprise pour à la fois agir pour réagir ou pour saisir des opportunités dans des temps courts. Alors on parle souvent et on parle depuis longtemps d'agilité. Moi j'ai envie vraiment de parler d'agilité à l'échelle, mais pas d'agilité au sens des projets ou des équipes, parce que ça, j'allais dire, c'est fait. Enfin, voilà. Méthode agile. Oui, au-delà même des méthodes, mais dans des capacités de travail, l'agilité à l'échelle d'une équipe, d'un projet, ça, en l'occurrence chez Orange, voilà, c'est quelque chose qui s'est déployé et mis en œuvre depuis assez longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu d'anticipation des transformations de demain, c'est de rendre une organisation agile et capable de réagir et de décider dans des temps courts. Et une organisation, c'est quoi ? C'est pas des processus, c'est d'abord des hommes et des femmes. Et donc c'est avant tout, pour nous, chez Orange, de rendre les hommes et les femmes, les managers et les collaborateurs, capables de comprendre, d'entendre et de traduire, on va dire, des événements extérieurs ou internes en opportunités ou en source d'action. Et alors pour ça, j'allais dire, on investit, nous, on s'attelle à rendre les lignes managériales et les collaborateurs capables de mener des transformations réussies en fonction des situations, que ce soit des évolutions de business model, de modèles opérationnels ou de pratiques de travail. Et réussir des transformations, moi j'ai envie de dire, c'est quand même d'abord être capable d'avoir des transformations qui ont du sens. Le premier levier d'une transformation réussie, pour moi, c'est une transformation qui a un sens explicite, dit et compris par les uns les autres. Et un sens, c'est un intérêt pour l'entreprise et pour les salariés et pour les collaborateurs qui la composent, c'est-à-dire un intérêt compris et approprié. Et le deuxième levier, j'allais dire, d'une transformation réussie, c'est évidemment une transformation qui s'opère dans la réalité. On sort du yaka faucon ou de l'intention et des grands discours, et une capacité de transformation qui vient de manière effective sur le terrain et qui s'ancre durablement. Et alors pour ça, on travaille surtout, j'allais dire, sur l'évolution et la solidification de modèles de management, en allant toujours plus vers la confiance et la responsabilisation. C'est quand même en donnant des capacités d'agir et de réagir et de décider au plus près des réalités et des terrains qu'on rend une organisation agile au-delà de toute, j'allais dire, de toute méthode. C'est en renforçant, et on s'y attelle également, à permettre la collaboration à l'échelle par le numérique, qui nous y aide beaucoup, rendre les collaborateurs et les écosystèmes de l'entreprise capables de travailler de manière horizontale, faire des réseaux horizontaux, pour éviter, j'allais dire, que de la capitalisation, que du retour d'expérience, que de la prise de décision soit obligée de passer par des étages décisionnels, et donc favorisé par les outils numériques, par la collaboration digitale notamment, de renforcer cette capacité de travail horizontale en allant chercher les bonnes ressources, parce que, là aussi je retrouve ce que disait Marie-Luce tout à l'heure, on a beaucoup de compétences et de savoir-faire en interne, encore faut-il être capable de l'identifier, de savoir le mobiliser à bon escient au bon moment. C'est le grand enjeu. Et ça, voilà. Et le dernier levier, je dirais, qu'on met en œuvre, c'est, je l'appellerais un peu Transformation Office, c'est-à-dire la transformation et conduire des transformations. C'est évidemment une compétence ou un soft skill, mais c'est aussi une expertise, et mettre à disposition, comme on le fait chez Orange, quelques équipes expertes, mutualisées et qui viennent en renfort temporaire des divisions ou des équipes pour les aider à conduire et à mettre en œuvre des transformations qui vont embarquer de manière assez inclusive les salariés. C'est quelque chose sur lesquels nous on investit, j'allais dire, du temps et de la ressource, parce qu'on est persuadé que c'est en allant aider les managers et les dirigeants face aux situations et aux transformations qui sont les leurs, qu'on va les rendre capables à la fois de réussir aujourd'hui et puis surtout d'anticiper, d'être capables de réagir à ce qui se passera demain. Exactement. Juste un petit point de complément là-dessus, c'est que quand on parle transformation, n'oublions jamais qu'au bout d'un moment, ce qu'on décide, ce qu'on essaie de mettre en œuvre, va s'appliquer sur un individu ou un groupe d'individus. Et l'enjeu majeur, c'est la conséquence pour moi, parce qu'on est tous d'accord pour travailler pour la planète, on est tous d'accord pour etc. Mais alors après, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Petite anecdote qui ne vient pas d'Orange, mais d'une autre grande banque de la place, tout le monde est d'accord pour le 19 degrés.
Sauf que on a une profusion de petits radiateurs qui arrivent parce que le 19 degrés, c'est un peu compliqué. J'ai été interpellé à la cantine d'Orange lundi matin par 10 salariés me disant « Ah, monsieur Pellissier, il fait beaucoup trop froid, il faut faire monter le chauffage. » Donc on voit bien comment, dès que je prends ça, c'est anecdotique. Donc qu'est-ce qu'on fait aussi chez Orange? Vous savez qu'avec la crise sociale qu'on a eue dans les années 2007-2010, on a beaucoup renforcé nos dispositifs de qualité de vie au travail avec des préventeurs, des médecins du travail. On a un psychiatre, plusieurs psychologues, et on essaie d'analyser aussi les conséquences de ce qu'on va faire en termes de transformation. Et c'est quoi la transformation? C'est je change de collègue, je change de contenu de travail, je change de lieu, je change de relation dans mon travail avec d'autres, je change d'outil. C'est tout ça. Après, quand on essaie d'être un peu pragmatique ou concret, ça se traduit comment la transformation quand on est un salarié à un poste de travail. Et je pense que tous ces éléments-là, on ne le prend pas toujours suffisamment en compte. Alors on essaye de le faire le mieux possible chez Orange, mais c'est souvent ça qui freine les transformations. C'est que les conséquences après sur les personnes, on les a mal anticipées, on ne les accompagne pas. Vous savez, ça ne se résout pas que par de l'argent. Quand on déplace les gens, on leur fait faire 20 minutes de plus de trajet le matin, d'accord, on leur donne une prime. Mais est-ce qu'ils vont être aussi motivés pour travailler? Est-ce qu'ils vont avoir d'autres préoccupations? Les enfants sont plus loin. C'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. N'oublions jamais qu'après, ce sont des personnes comme nous qui vont subir ou être embarquées ou accompagnées ou promouvoir ces transformations. Il ne faut pas qu'elles les subissent. Il faut qu'en fait, elles en soient elles-mêmes les acteurs. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et ce n'est pas simple. Pour conclure cet entretien, Gervais Pellissier, je voulais vous demander peut-être de partager avec nous votre expérience dans le groupe Orange et de nous dire un petit peu voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous livrer concernant voilà, ces efforts de transformation et de mutation de l'entreprise et puis les acquisitions de nouvelles compétences dont on peut avoir besoin pour mener à bien ces transformations. Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec nous sur ces sujets-là? Alors moi, une des frustrations que je peux avoir après quand même quelques décennies d'activité professionnelle, c'est que je trouve qu'on a beaucoup progressé dans nos grandes entreprises sur on va dire les métiers de production ou les métiers face aux clients. C'est-à-dire que ce soit en termes de digitalisation, en termes d'outils, de processus, de méthodes, je reste assez frustré quand je discute avec d'autres collègues, y compris d'ailleurs notre collègue de Bouygues qui était là tout à l'heure, du peu de progrès qu'on a fait dans, on va dire, l'ensemble des fonctions support au sens large. Les back-office. Les back-office. Il y a à la fois les back-office, mais c'est les corporates, les couches managériales, c'est tout ce... Je dirais ce qui permet à l'entreprise de fonctionner, mais qui n'est pas la production directe. Et autant, d'ailleurs, y compris dans la réflexion, pas managériale, mais dans la réflexion de process, on a beaucoup de réflexion de process sur la production, on a beaucoup de choses, autant, et c'est pas qu'un sujet managérial, hein, c'est les fonctions support, c'est les coachs, c'est tout ce qui peut environner le salarié. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de croissance de ces fonctions-là dans les très grandes entreprises, au point d'ailleurs que... chez Danone, on fait un plan pour réduire les sièges. Chez Carrefour, on fait un plan pour réduire les sièges parce qu'on se dit ça croît, parce qu'on a toujours besoin de gérer cette complexité. Et je pense que c'est là d'ailleurs où il y a parfois une perte de sens au travail. Quand je croise un technicien d'Orange, il n'a pas tellement de problème de sens. Il est en train d'aller dépanner un client, il sait à quoi il sert, il sait que ce qu'il va faire, si c'est bien fait, c'est utile. Si je croise un vendeur, les vendeurs, il y a un autre problème en ce moment. Les clients ne viennent plus en boutique, donc c'est la vente à distance, est-ce que je vais être remplacé par le numérique? Mais il y a quand même le sens. Puis après, vous avez des gens qui sont dans les métiers intermédiaires, ils ne savent pas trop à quoi ils servent, et on ne sait plus trop leur expliquer à quoi ils servent aussi. Et donc ça, je crois que ça, c'est un enjeu majeur pour les entreprises, c'est cette transformation-là qu'il faut réussir, qui est... alors, avec aussi peut-être la part de l'entreprise qui a le plus d'angoisse du numérique, parce que c'est ça qu'on essaye aussi de processer, de moderniser aujourd'hui, et donc qui se trouve prise un petit peu de plein fouet par ça, alors que du côté de la production, je trouve qu'il y a beaucoup moins de... Enfin, moi, je suis frappé, j'ai visité comme beaucoup d'équipes d'Orange, y compris pendant la crise sanitaire, j'ai pas vu d'équipe de techniciens angoissés. Ils ont été angoissés au début, ils n'avaient pas de masque, et puis une fois qu'ils ont, après je dirais à partir du mois de juin 2020, ils ont eu des masques, et honnêtement, il n'y a eu aucun problème. En revanche, les autres, à quoi on sert? D'ailleurs, la crise sanitaire a aussi montré que tous ces éléments intermédiaires, il y a des sociologues qui l'ont montré, que le middle management dont vous parliez tout à l'heure, il s'est trouvé un peu
je dirais court-circuité, parce que le top management s'est exprimé en direct avec les outils numériques vis-à-vis des troupes. Donc les niveaux de management intermédiaires, ils n'avaient pas plus d'informations que leur base. Je ne parle pas du premier niveau de management dont on a souvent besoin, mais les niveaux N+2, N+3, N+4. Et tout ça, je pense que c'est quand même un des domaines dans lesquels il va falloir continuer à travailler beaucoup, parce qu'on a aussi besoin de tous ces corps intermédiaires, comme dans la société, parce que c'est comme ça qu'une société s'exprime et qu'on a une forme de représentation. On ne peut pas être en fonctionnement direct avec tout le monde, c'est pas possible. Merci beaucoup. Merci Bénédicte Liénard, merci Gervais Pellissier d'avoir partagé votre vision et votre expérience des transformations et compétences d'avenir. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces débats très intéressants sur l'accélération des transformations. Je vous propose de passer à la troisième séquence Transfo Skills avec le groupe Airbus, Thierry Baril, directeur des ressources humaines, et Nicolas Chrétien, directeur du développement durable et de l'environnement, interviewé par Julien Lévy et Flore Ségalen.